Merci de votre attention. Excellent début de semaine. L'actualité ce lundi, la visite au poste frontalier des parlementaires de la CEDEAO. Ils veulent s'assurer sur place de la libre circulation des personnes et des biens. La salle de spectacle du ministère de la Culture, bientôt rénovée. L'Union européenne apporte son aide, une enveloppe de 200 millions de francs CFA. La convention vient d'être signée ce lundi. Et puis, les délégués préfectoraux des chambres de métiers du Togo élus ce week-end. C'est une phase, une étape avant le scrutin régional et national. Le verdict dans Lomé commune à suivre tout à l'heure dans cette édition. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Bonsoir à tous. Des paroles et des actes, la libre circulation des personnes et des biens, un principe de la CEDEAO. Comment cela se traduit dans les faits? Eh bien, voilà cela dans ce reportage avec cette visite au poste frontalier de Côte-d'Ivoire, visite des parlementaires de la CEDEAO présents à Lomé pour leur session extraordinaire. Lucassi. Depuis l'effectivité de l'ouverture des frontières terrestres entre le Togo et le Ghana 24 sur 24 et 16 jours sur 7, les échanges commerciaux entre les deux pays ont accru. Cette initiative, qui fait suite à la signature des accords de coopération entre les deux pays frères en juin 2017, répond à l'une des préoccupations de la CEDEAO, celle de garantir la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux au sein de l'espace communautaire. Une liberté et facilité de transit que les parlementaires de la CEDEAO en session extraordinaire à Lomé sont allés constater au poste frontière d'Aplaou. Quoi qu'il en soit, l'intégration aujourd'hui dans la communauté CEDEAO est irréversible. Les forces de sécurité doivent aller dans ce sens. Un Ghanéen qui quitte le Ghana doit rentrer au Togo sans encombre. Nos douaniers qui sont au niveau des frontières doivent aller dans ce sens, ils doivent être prêts, ils doivent accepter la politique de nos chefs d'État, la politique des députés de la CEDEAO. Même si la liberté de circulation des personnes et des biens à ce poste frontalier connaît un succès comme dans les autres pays de l'espace communautaire, des difficultés liées à l'identification des personnes constituent un problème auquel peut pallier la carte biométrique pensée par la CEDEAO. D'après les explications que nous avons reçues ici, ils sont en train de mettre en œuvre ce protocole sur la libre circulation des personnes et des biens. Tout de même, ils ont signalé qu'il y a quelques difficultés liées à l'identification, parce qu'ils ont dit qu'il y a des gens qui circulent sans papier. Les documents aussi des fois sont difficiles à contrôler pour connaître de la véracité et de l'authenticité de ces documents. Et ils nous ont suggéré d'accélérer le processus de mise en œuvre de la carte nationale biométrique de la CEDEAO. Ce transit frontalier sans restriction de temps entre le Togo et le Ghana favorise davantage le brassage et l'intégration des peuples. Une des priorités que s'est assignée le chef de l'État, Faure Sozimna Nyasingbe, pour son mandat à la tête de la CEDEAO. C'est une bonne chose que la frontière s'ouvre 24 sur 24. Quand par exemple vous revenez du Ghana à 21h, en temps vous ne pouvez pas traverser. Mais maintenant, chacun est libre de partir à n'importe quelle heure et arriver chez soi. La libre circulation des personnes et des biens, elle doit être effective. Et je pense qu'avec tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et la compréhension à travers la sensibilisation, je crois qu'elle sera effective. Et tous les deux peuples vont circuler sans problème. Cette visite était également une opportunité pour ces parlementaires de sensibiliser les douaniers et services d'immigration à remplir avec efficacité leur mission afin de faciliter le transit des populations. Un reportage signé Lucassi. Pour en parler, il faut en savoir. Les médias togolais sont donc à l'école du Millennium Challenge Corporation et du Millennium Challenge à Conche depuis ce matin. En quoi consistent ces deux programmes américains? Les patrons de presse sont à la session de formation et d'information sur le sujet. Les précisions, Serge Tastom, Antoinette Omarvova. Le Togo s'est lancé un défi, celui d'accéder au programme compact du Millennium Challenge Corporation MCC, afin de bénéficier de plus de financement venant des États-Unis d'Amérique. Les efforts engagés par le Togo dans la lutte contre la corruption,
La modernisation de la justice, les libertés publiques et politiques, entre autres, lui ont valu l'éligibilité au threshold en validant 12 indicateurs sur 20. Lorsque vous avez un programme threshold, en règle générale, c'est pour préparer le terrain par des réformes dans différents champs, à des investissements beaucoup plus lourds dans le cadre du programme compact. Nous avançons à grands pas vers la publication d'une nouvelle carte des scores et je puis dire que si nous confirmons les résultats obtenus l'année dernière, il n'y a pas de raison que nos partenaires ne nous considèrent pas potentiellement éligibles à un programme compact. Bien sûr, ce n'est pas automatique, c'est un processus compétitif. Quand bien même nous aurons satisfait à toutes les conditions, il faut pouvoir mieux faire que les autres. L'implication des médias revêt une importance capitale dans ce processus afin de permettre à la population de mieux comprendre le programme Millennium Challenge Corporation et Millennium Challenge Account. Nous savons que les termes qui sont utilisés donc au niveau de MCA et de MCC, on n'est pas trop familiarisé avec et donc on se dit qu'il fallait justement initier quelque chose, un atelier qui puisse permettre aux organes de presse, aux responsables d'organes de presse ou aux responsables des rédactions de ces organes de presse de pouvoir se familiariser avec ces termes-là et de pouvoir restituer ça dans les rédactions respectives et faire en sorte que, disons, les populations togolaises puissent justement comprendre. Le gouvernement a réitéré son engagement à renforcer les outils permettant un meilleur accès à l'information afin d'améliorer les performances du Togo. Notre pays est certes qualifié au programme Threshold. Cependant, nous ne devons pas baisser la garde. Il s'agit maintenant et à l'avenir de redoubler d'efforts dans les réformes pour l'amélioration de l'environnement des affaires, la promotion de la bonne gouvernance, y compris la lutte contre la corruption et le renforcement des secteurs sociaux. Il s'agit également pour vous, patrons d'organes de presse, de porter et défendre plus activement et objectivement les réformes entreprises par le pays à travers le monde, car vous êtes la source privilégiée de collecte d'informations et de données des institutions internationales d'évaluation des pays candidats au MCA. Dans ce contexte, il était donc important de vous consacrer cet atelier qui se tient alors que nous démarrons la mise en œuvre de la loi portant liberté d'accès à l'information et à la documentation publique qui, je le rappelle, consacre la liberté d'accès aux informations et aux documents des organismes publics. Deux projets de réforme sont également en vue, notamment le projet de réforme dans les technologies de l'information et de la communication et celui du foncier pour accélérer la productivité agricole. Il s'agira pour le Togo de créer davantage des conditions favorables de réduction de la pauvreté. L'actualité, c'est aussi ce coup de pouce à la culture togolaise. Nous vous l'annoncions tout à l'heure en titre. Bientôt, la salle de spectacle du ministère de la Culture sera rénovée. L'Union européenne apporte son aide au Togo pour la réalisation des travaux. Le coût, 200 millions de francs CFA. La convention a été signée ce lundi. Zabdiel Mignaké, Augustin Kossi. À travers cet acte, l'Union européenne s'engage aux côtés du Togo à réhabiliter la salle de spectacle du ministère de la Communication. Un partenariat scellé pour un financement d'un montant total de 200 millions de francs CFA. Les 2 tiers de cette enveloppe seront consacrés à la rénovation du bâtiment et le reste servira à financer les programmes culturels. Et le patrimoine architectural fait partie de ce concept ouvert de la culture. C'est un moteur de développement économique. Il y a des pays qui obtiennent énormément de bénéfices, qui créent des postes d'emploi autour de la culture. Au Togo, dans votre diversité culturelle, dans votre diversité architecturale, qui peut contribuer à ce développement économique. On est convaincu que des personnes mieux formées, des amants de la culture, des personnes qui sont sensibles à la culture, ce sont des personnes qui vont plus facilement s'entendre
plus facilement arriver à des accords. Et donc utiliser la culture pour créer, d'autant plus que la formation civique fait partie aussi de ces ministères, il nous semble important pour pouvoir se dédier, s'investir dans ces efforts. Pour le ministre chargé de la culture, Guy Madié Lorenzo, la réhabilitation de cet édifice est une réponse à l'ensemble des besoins exprimés par les acteurs culturels togolais. Il sera transformé en un véritable auditorium pour la promotion des activités culturelles et artistiques au Togo. Sa programmation sera orientée vers la promotion des artistes togolais, notamment les plus jeunes, à travers un accès facilité à bas coût pour permettre l'émergence d'une création contemporaine de qualité. Compte tenu de ces caractéristiques, la salle sera également ouverte à l'accueil des spectacles organisés par d'autres établissements culturels et quelques représentations diplomatiques accréditées au Togo. Les coproductions avec la délégation de l'Union européenne, l'Institut Goethe et l'Institut français seront également favorisées afin de promouvoir les échanges culturels et artistiques. Ce sera donc désormais une salle de spectacle vivant, d'une capacité de 150 places au moins, dotée d'un équipement en son et lumière moderne qui accueillera des troupes de théâtre et autres spectacles d'art de la scène. Ce sera également une salle de projection équipée d'un projecteur et d'un système de son adapté qui permettra la présentation régulière et dans de bonnes conditions de visionnage de productions cinématographiques togolaises et d'ailleurs. Elle pourra notamment accueillir les festivals de cinéma thématiques et les différentes rétrospectives organisées tout au long de l'année. Ce sera enfin une salle de conférences et de réunions pour répondre à la demande sans cesse croissante de mise à la disposition d'espaces pour des réunions, conférences, cafés littéraires et autres ateliers. L'Union européenne apporte un appui multiforme au Togo dans la promotion et la sauvegarde de son patrimoine culturel. Avec ce financement, elle traduit une fois de plus son engagement à accompagner le Togo via des programmes de consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Une ligne budgétaire sera prévue sur l'exercice 2018 pour les équipements nécessaires à la rénovation de la salle de spectacle. Et aussitôt signée cette convention de rénovation de la salle de spectacle et déjà des réactions, promoteurs culturels, artistes se prononcent donc des sentiments recueillis par Zabdiel Mignake et Augustin Kossi. Un bâtiment à 3 niveaux qui sera désormais transformé en une salle de spectacle et de loisirs au Togo. Il se trouve dans le quartier administratif en face des bureaux du PNUD au Togo. Les conclusions issues du rapport technique d'évaluation font état d'un délabrement très avancé. Le gouvernement a pris la mesure de la situation en faisant l'état des lieux en vue de sa rénovation. Cette initiative de notre ministère de prendre attache donc avec la délégation de l'Union européenne pour leur demander de nous venir en aide en ce qui concerne la réfection de ce bâtiment. Et elle vient donc à point nommé. Quand cette salle-là était opérationnelle, il y a beaucoup de choses qui se faisaient ici. Il y avait des festivals qui s'organisaient, des festivals de cinéma, où on voyait des spectacles dans la salle. Les acteurs de théâtre, les acteurs culturels de différentes catégories venaient faire des réunions dans la salle. Pour les acteurs culturels, notamment les promoteurs, c'est un nouveau jour qui se lève pour la culture togolaise. Cette salle nous servira à beaucoup de choses pour nos conférences, nos lancements et d'aventure. On aura négocié les expositions là-bas. C'est un projet qui est bienvenu. Nous pourrons dire ici merci à l'Union européenne qui a pris cette initiative de rénover cette salle. Nous attendons cette salle depuis un bon moment. Le Togo dispose des artistes cinéastes, musiciens, plasticiens et conteurs qui, eux, mesurent déjà l'importance d'une salle de spectacle publique. On ne s'attendait pas. Je pense que l'État est en train de nous aider à avancer. Avec cette salle-là déjà, l'État veut nous montrer que eux, ils sont prêts à nous servir. Donc à nous maintenant de réaliser des films et faire des projections dans cette salle-là pour prouver aussi que nous sommes à la hauteur de ce qu'ils nous ont lancé comme défi. C'est un geste très louable. Ça va permettre aujourd'hui à nous les artistes des arts sur scène de pouvoir nous produire fréquemment parce qu'on a problème de salle. Et cette salle est la bienvenue pour nous en tant qu'humoristes.
Et aujourd'hui, nous sommes très heureux en tant qu'acteurs culturels opérant dans le domaine du patrimoine. Nous sommes très heureux de l'annonce là, de l'ouverture ou de la réhabilitation de cette salle qui va beaucoup nous apporter dans le domaine du collectage, de nos rencontres. Nous avons les difficultés sont d'ordre souvent technique. Déjà, c'est une bonne chose du moment où nous avons une salle qui nous appartient, qui va nous permettre de temps en temps de faire nos activités. Étant donné que c'est dans l'exercice qu'on devient maître dans ce que nous faisons, je pense que cette salle-là va nous servir non seulement de performer, d'être plus présent, d'exposer, de former, de sensibiliser, et au même moment de présenter ce que nous avons comme talent dans notre pays. Parce que souvent, nous avons des problèmes quand il s'agit de présenter des spectacles, il faut louer une salle pour pouvoir le faire. Déjà, avec cette salle, je pense que le ministère de la Culture qui nous a permis de signer ce contrat permettra à ce que chaque artiste qui veut s'exprimer, qui veut exposer son talent ou son art, soit vu du peuple d'abord, et maintenant de là qu'on découvre des artistes et qu'on puisse les exposer sur le plan national et international. C'est donc un ouf de soulagement pour le monde culturel togolais, surtout lorsqu'on sait la place qui revient à la culture dans le développement socio-économique du pays. Politique intérieure et d'abord ce communiqué du parti UNIR. Les militants et sympathisants du parti UNIR de Lomé et de ses environs sont invités à prendre part massivement à la marche pour la paix qu'organise le parti à travers certaines artères de Lomé demain mardi 29 août 2017. Le rassemblement aura lieu au carrefour de Tocoin 13h à partir de 6h. Autre communiqué, celui du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales a été donc saisi pour des manifestations pacifiques publiques pour les 29, 30 et 31 août 2017 par le parti politique UNIR et pour les 30 et 31 août par le regroupement CAP 2015, groupe des 6 et le PNP. Il a été relevé que dans l'itinéraire choisi par les différents partis politiques figure la route nationale numéro 1 dont l'utilisation pour des marches est refusée car ne permettant pas au gouvernement de garantir pleinement et en tout temps et surtout avec la sécurité requise le fonctionnement normal de l'État au profit de tous les citoyens. Par ailleurs, les différents itinéraires choisis laissent envisager un risque de collusion des manifestations pour les 30 et 31 août 2017. Aussi, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales a-t-il recommandé aux différentes formations politiques concernées, conformément aux articles 12, 13 et 14 de la loi numéro 2011-010 du 16 mai 2011, fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique, de nouveaux itinéraires pour tenir compte de tout ce qui précède et les invite à respecter les 10 itinéraires recommandés pour la sérénité des différentes manifestations programmées par elle. Communiqué donc du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Dans la foulée, cette campagne de sensibilisation des cadres de la préfecture de Tchaoudjou ce week-end a secoué objectif les violences qui ont émaillé la marche PNP du samedi 19 août dernier. Une déclaration a sanctionné la campagne. La marque Bojona. La ville de Sokodé a connu le samedi 19 août 2017 des événements malheureux à la suite de l'appel du PNP à une manifestation de rue qui a été marquée par la perte en vies humaines, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. Les cadres de Tchaoudjou condamnent ces événements malheureux. Ces manifestations ont occasionné 2 décès, dont un enregistré dans le canton de Partao et l'autre dans le canton de Pangalam. Les cadres de Tchaoudjou s'inclinent devant la mémoire des disparus et présentent leurs sincères condoléances aux familles éplorées. Ces tristes événements ont aussi occasionné de nombreux blessés, tant dans les rangs des populations civiles que des forces de défense et de sécurité à qui les cadres de Tchaoudjou souhaitent prompte guérison. En outre, les manifestants, dans leur hargne,
ont causé de nombreux dégâts matériels, parmi lesquels la destruction de certains édifices publics, symboles de la République, notamment l'immeuble du commissariat central de police incendié avec destruction des originaux des pièces déposées à des fins de légalisation et d'établissement de cartes nationales d'identité. Des véhicules et motos pillés, saccagés et brûlés. Cet état de choses naît sur la base d'une situation de désinformation et d'intoxication à travers des réseaux sociaux nous interpelle, nous cas de Tchaoyo, à une prise de conscience sur les risques et dangers réels auxquels nos populations sont exposées. C'est pourquoi nous, cadres de Tchaoyo, désapprouvons avec la dernière rigueur ces comportements irresponsables qui viennent perturber le climat de paix retrouvé et qui sapent l'élan de développement économique et social amorcé par la préfecture de Tchaoyo grâce à la mise en œuvre de nombreux projets exécutés sous la houlette du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozmna Gnassingbé. Réitérons notre adhésion sans faille à la politique de paix, d'union, de cohésion sociale et de développement économique du président de la République qui aujourd'hui place le Togo dans le concert des grandes nations. Au regard de tout ce qui précède, la population de Tchaoyo et ses cadres n'accepteront plus que notre ville, notre préfecture, voire même notre région, soit considérée comme un terreau fertile sur lequel tout mouvement politique ou associatif mal intentionné vient s'appuyer pour exécuter ses basses besognes, désorganisant ainsi le tissu économique et social. Les cadres de Tchaoyo demandent à toute la population de faire preuve de retenue, de maîtrise, de vigilance et de sens de responsabilité. Ils réaffirment leur ferme adhésion aux idéaux de paix, de réconciliation et de développement chers au président de la République. À signaler également dans l'actualité ce soir cette cérémonie de signature d'une convention cadre de partenariat. C'est entre le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique et l'ONG Las Beguinas non coutumion. But de cette convention, soutenir les actions pour l'autonomisation de la femme et l'emploi des jeunes. Nous retrouvons pour les précisions Lamarck Le Beaujour. L'ONG Las Beguinas s'est spécialisée dans la production de l'huile de palmiste. Cette production est assurée par des femmes et donne des sources de revenus supplémentaires à celles-ci. Cette activité de transformation a démarré de façon artisanale. Le travail se fait par le concassage et le triage manuel des noix palmistes. C'est pour rendre cette activité industrielle et moins pénible que l'État veut apporter sa contribution. Cette signature de convention cadre entre le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique et la dite organisation non gouvernementale vient pour appuyer l'autonomisation des femmes et l'emploi des jeunes. Las Beguinas est une association de femmes qui se battent pour leur autonomisation. Elles ont commencé par elles-mêmes, par leurs moyens de bord, à transformer les produits agricoles et surtout les amandes de palmiste pour produire l'huile de palmiste. Donc il y a déjà de la création d'emplois, il y a l'autonomisation de la femme, il y a l'amélioration des revenus et donc le programme d'appui au secteur agricole a eu à les appuyer pour améliorer leur transformation qui de façon artisanale est en train d'évoluer vers une façon plus améliorée. La cérémonie de signature de convention a été l'occasion pour les bénéficiaires d'exprimer leur satisfaction. Les changements qui vont s'opérer dans le fonctionnement de Las Beguinas, c'est qu'on aura plus de matériel, plus d'emplois et une autonomisation à la femme. Et aussi, ces femmes pourront aider leurs enfants et les éduquer. Las Beguinas avait bénéficié du projet PASA à hauteur de plus de 6 millions de francs CFA.
La production de l'huile de palmiste ici est passée de 3 à 4 tonnes par mois. Avec cette amélioration de la production, la motivation des femmes est passée de 15 000 à 20 000 francs CFA par rapport à 2 500 et à 7 500 francs CFA avant le PASA. La cérémonie de signature de convention cadre a été sanctionnée par une sensibilisation sur la culture de la paix et de la non-violence. Direction maintenant Rahoto et puis Vaughan pour le rappeur ITIE 2014. Et sur place, le comité technique a donné aux populations les détails et des explications sur ce document, le compte rendu de Yata Aratem. Faire la situation sur les paiements effectués par les industries extractives à l'État et sur les recettes que les régies financières ont perçues auprès de celles-ci pour le compte de l'année 2014. C'est la mission de la coordination de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE, illustration faite à travers cette campagne de présentation du rapport ITIE 2014 aux populations de Haut-Oé et Vaughan. Il ressort de ce rapport qu'en 2014, les contributions des entreprises perçues par l'État s'élèvent à environ 17,2 milliards de francs CFA et les appuis directs faits aux populations sont estimés à 80 millions. Les populations ne savent pas ce que rapporte le secteur extractif ou bien le phosphate exploité dans leur milieu. Nous leur avons apporté l'information selon laquelle les rapports ITIE retracent chaque année ce que la société SNPT paye à l'État. Ce rapport dit de réconciliation a été salué par les populations pour sa qualité et sa clarté. Je pourrais dire que depuis que l'ITIE a commencé, ce sont des ouvertures qui nous donnent. Ces ouvertures sont des outils pour nous pour pouvoir s'approcher de la délégation spéciale, voir dans quelle mesure ils sont en train d'exploiter les redevances qu'ils reçoivent. l'ITIE fait son devoir. Le rapport est très bon. Du moins, c'est au niveau de la préfecture de Vaud. Il a dit exactement ce que nous avons fait, ce qu'on a reçu. Avec tout ce que nous avons reçu, on a construit 10 bâtiments scolaires, confectionné 1000 tables bancs, 22 hangars. Nous saluons vraiment l'ITIE parce qu'avant l'ITIE, qu'est-ce qu'on avait? Vous êtes des miettes. Le rapport ITIE 2014 vise à promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur extractif. Ce document souligne néanmoins l'absence de données sur le secteur artisanal et les textes d'application du code minier, dont les critères d'octroi de licence des entreprises et de statistiques sur les emplois des sociétés minières au niveau des agences de statistiques. Une situation que la coordination nationale de l'ITIE devrait corriger avant la publication du prochain rapport. Un mot de l'actualité à l'étranger avec la Tunisie qui ambitionne d'intégrer la CEDEAO avant la fin de cette année. La Tunisie qui suit là les pas du Maroc qui a récemment rejoint cette organisation sous-régionale, la CEDEAO donc. Cela dit, le reste de l'actualité, la Chambre des métiers du Togo veut réorganiser son système de fonctionnement avec le renouvellement de ses organes. La première phase de ce processus consiste en l'élection des délégués préfectoraux en attendant la phase régionale et nationale. Ce vote a eu lieu le dimanche sur toute l'étendue du territoire national. Le scrutin à Lomé et Kwesala. Consultation des listes électorales, contrôle d'identité et cet artisan vient de faire son choix. Comme lui, ils sont issus de tous les corps de métier à venir élire les délégués préfectoraux des 6 chambres régionales du Togo. Adjovi, coiffeuse, est candidate dans le 5e arrondissement de Lomé. Je connais ma capacité, je sais que je peux travailler puisque nous voulons des gens capables, des artisans capables, répondant au nom du Togo pour pouvoir mieux valoriser nos produits que nous faisons, pour pouvoir mieux se connaître aussi. Avant, il y avait une seule chambre de métier à Lomé. Le gouvernement a décidé que cette fois-ci, il faut commencer les choses à la base. Et la base, c'est les arrondissements, c'est les préfectures. Et tout a été préparé pour ce jour. L'élection des délégués préfectoraux est la première étape d'un processus qui conduira à la mise en place des assemblées régionales de métiers et celle des délégués de l'assemblée consulaire de l'Union des chambres régionales de métiers. Une disposition du Code togolais de l'artisanat et du règlement portant sur le Code communautaire de l'UEMOA. C'est une manière à l'État de pouvoir organiser également ce corps de façon que quand on rentre dans le pays, on veut savoir aujourd'hui
combien de tailleurs on a, combien de menuisiers on a une liste, on a une idée. Et chaque artisan peut avoir son numéro. L'organisation au niveau de la fêtière a obligation de faire des élections pour que chaque métier soit représenté. Donc en principe, le mandat vient de finir et il faut renouveler toutes les instances. 52 000 artisans sont inscrits sur toute l'étendue du territoire pour choisir 1540 délégués dans les 39 préfectures et 5 arrondissements du Grand Lomé. Et puis, rideau sur la semaine du patrimoine culturel du Grand Ogou avec l'élection de la plus belle femme de l'Ogou dénommée Dame Alema. Elle célèbre la femme émancipée, un événement couplé de la remise des prix à chaque catégorie qui couvre le patrimoine culturel. Super à vous. La femme émancipée est celle qui est ici célébrée à travers la soirée apothéose de la semaine du patrimoine culturel du Grand Ogou. Dame Alema est le concept attribué à cette initiative qui promeut l'émancipation et le leadership de la femme, celle qui se voue aux valeurs traditionnelles et culturelles. Et pour le compte de l'édition 2017, 20 candidates sont à l'affiche. Dans ce mouvement à l'unisson, elles font découvrir leur talent et leur savoir-faire, une élection qui au finish a permis à la candidate numéro 10 de tirer son épingle du jeu. Je n'attendais pas ce prix. Je suis très contente. Je remercie tout le monde. C'est une initiative allouée et nous devons, dans le goût, veiller à ce que ça soit répété chaque année pour promouvoir la culture. À l'instar de la Dame Alema, les autres lauréates ont été aussi primées pour valoriser la beauté de la femme et la richesse culturelle dont jouit le Grand Ogou. La semaine du patrimoine culturel, c'est aussi le festival de danse traditionnelle pour renouer avec les rites du passé. 6 catégories de groupes folkloriques, dont Tchébé retient ici l'attention du public. Ces festivaliers qui constituent des groupes coopératifs sont repartis avec des équipements agricoles pour booster ce secteur dans l'Ogou. Une édition qui, pour le promoteur, augure déjà de bonnes perspectives. On est sur le bon chemin et les activités à venir, ou bien les éditions à venir, connaîtront plus d'engouement et plus de réalité. La semaine du patrimoine culturel couvre donc 3 activités, dont la foire alimentaire qui a permis aux exposants d'être également primés. Quelques communiqués avant de refermer cette édition du soir. Dans le cadre du programme des vacances utiles et citoyennes 2017, le ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, en collaboration avec le ministère des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle, organise une colonie de vacances à Kara du 6 au 17 septembre prochain 2017 pour le premier garçon et la première fille de chaque centre d'examen du BEPC. Le programme de transport des estivants est à consulter dans le quotidien national Togo Presse, ainsi d'ailleurs que la liste de ces candidats. Autre communiqué, le dernier ce soir, à la connaissance le ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation et le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle portent à la connaissance des candidats inscrits pour le concours d'entrée à l'École nationale de formation sociale que la date de l'écrit initialement fixée au 1er septembre est reportée au 6 septembre 2017. L'appel des candidats a lieu le mercredi 6 septembre 2017 à 6h30. Voilà qui met fin à cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.